C'est l'époque des hypervitesses, de plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. De Sainte-Soline à Cannes, militer devient ainsi le verbe noir de l'époque. Le verbe honni, celui qui entraîne désapprobation, coups et blessures, moquerie et rejet. À tout prendre, militer forme l'impossibilité constitutive de tout débat. Comme si militer invalidait toute position dans un échange, sinon la possibilité même de tout échange. Le militant devenant l'incarnation du non-dialogue total. Comme si militer entraînait, en définitive, la négation butée de tout raisonnement, en faisant perdre tout crédit à celles et ceux qui, dans leurs discours et dans leurs actions, se livrent au militantisme. Johan Ferber, militer, verbe sale de notre époque. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque. Nous sommes cette semaine encore en compagnie du critique littéraire, essayiste, universitaire et chercheur en littérature, Johan Ferber. Johan, bonjour. Bonjour. Alors la semaine dernière, nous avons abordé avec Johan son rapport avec la littérature, le lancement de son média co-créé avec Simona Kripa Collatéral, et nous avions commencé à discuter de son dernier essai, Militer, verbe sale de l'époque, paru aux éditions Autrement la semaine dernière. Aujourd'hui, on va continuer d'aborder ce dernier essai. Alors pour commencer, je voudrais parler d'une thématique omniprésente dans votre livre, la dissociation de l'engagement entendu dans son acception moderne et du militantisme. Vous écrivez à ce propos que l'engagement peut même être considéré à bon droit comme la condition absolue de l'homme contemporain. En vous lisant, à titre personnel, et c'est peut-être un peu naïf, mais ça m'a permis de mettre des mots sur le malaise que je pouvais ressentir vis-à-vis de ce mot désormais utilisé dans tous les sens, l'engagement. Vous parlez même d'une société des engagés, et c'est le titre de votre premier chapitre. Alors Johan Ferber, c'est quoi cette société des engagés et comment on est arrivé à ressentir ce malaise vis-à-vis de ce terme de l'engagement ? Alors en fait, c'est parti d'un constat. L'année dernière, mes parents sont tombés très malades et j'ai dû m'occuper d'eux en me réinstallant chez eux. Et j'ai un rapport très distancié au monde matériel et j'ai dû aller faire les courses. Et ils voulaient absolument manger des betteraves. Et je suis tombé sur un paquet de betteraves au supermarché. Et ce paquet de betteraves emballé sous vide avait une petite betterave dessinée façon bande dessinée qui brandissait le poing et qui disait « Je suis une betterave, bon et engagé ». Et je me suis dit, en fait, là, ça m'a complètement réveillé. Et je me suis dit, mais comment une betterave peut être engagée ? Où on est arrivé au point qu'une betterave soit engagée. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que ce mot est devenu, a pris un tel non-sens au point qu'une betterave peut se dire engagée ? Et là, je me suis intéressé, d'autant plus que moi, j'étais resté dans l'idée assez forte dont on parlait la semaine dernière, de Sartre et de l'engagement, des autrices engagées. Et je me suis dit, mais comment on a pu glisser de cet engagement qui est en fait la quête d'un absolu total d'un idéal que recherche le militant, comment en fait on a pu arriver à une telle vulgarisation et une telle vulgarité en fait. Et j'ai donc commencé à regarder quelles étaient les occurrences de ce terme d'engagement et j'ai vite compris qu'en fait on vivait dans ce que j'appelle, et ce que vous rappeliez à l'instant, une société des engagés, c'est-à-dire une société fondée sur une culture de l'engagement. Et une culture de l'engagement que je dirais triple. Une culture commerciale, puisqu'on nous demande, par exemple, le West Feel Good Festival nous demande si on a une soif d'engagement, si on veut réparer son vélo pour avoir une éco-responsabilité. Aussi, une culture de l'engagement qui touche en fait au domaine salarial. On demande en fait aux salariés de militer dans une structure, dans une association. Est-ce qu'il a, en dehors de ses heures de bureau, la possibilité de s'engager, ce qui montrerait finalement sa part d'humanité. Et enfin, troisième et dernier élément, on a l'engagement citoyen. Et il y a un certain nombre d'applications, notamment sur les smartphones, qui renvoient en fait, par exemple, la métropole d'Aix-Marseille s'appelle Citoyens engagés et donc demande en fait une sorte de milice numérique qui vous dit vous photographiez une incivilité sur la voie publique au quotidien et vous l'envoyez et donc vous êtes un citoyen engagé pour votre ville. Et je me suis dit qu'en fait on vivait un divorce sémantique entre auparavant engagement était synonyme de militantisme et désormais on vit un divorce entre engagement et militantisme et même je dirais quelque chose d'encore plus fort que l'engagement
devient la contre-force, le contre-pouvoir du militantisme, que le militantisme est vidé de son sens, qu'il devient peu à peu criminalisé et que l'engagement, en fait, devient le contraire, l'antonyme même, et va prendre un tout autre sens, notamment à partir de ce que j'ai appelé l'âge post-militantiste des années 80, où finalement, avec l'accession au pouvoir de Mitterrand, c'est-à-dire d'une gauche dite, entre guillemets, vraiment avec beaucoup de guillemets, radicale, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient milité se sont retrouvés dans une gauche de gouvernement, et donc ça pose la question du est-ce que le militantisme est compatible avec la délégation politique. Et puis très vite, on s'est aperçu, notamment après le tournant de 1983, qu'il y avait énormément de trahison et que certains se sont accommodés du fait que le militantisme étant arrivé au pouvoir, on n'avait plus besoin de militer. Et puis, petit à petit, l'engagement a pris un autre sens, à la faveur aussi de l'émergence d'associations, type les Restos du Cœur, dont je parle dans le livre, où finalement on retrouve, mais totalement déchargés de leur puissance politique et sensible, les termes d'entraide, d'engagement, et où finalement les associations, le caritatif, devient une sorte de somme un peu molle qu'on appellerait l'humanitaire, et où finalement on tombe dans ce que j'ai appelé l'engagisme, c'est-à-dire une double production, à savoir un apolitisme, c'est-à-dire quand vous vous engagez au Resto du Cœur, par exemple, vous ne vous engagez pas politiquement. Vous allez là pour servir en fait des gens des repas chauds ou alors leur donner des vivres. Et puis, à côté de ça, vous avez la fabrication d'une insensibilité de masse. C'est-à-dire que pourquoi continuer à militer si vous pouvez vous engager ? C'est-à-dire, si je m'engage dans une association, pourquoi est-ce que j'irai à Sainte-Soline défendre les bassines ? Je fais déjà quelque chose chez moi. Par exemple, on peut voir tout ce qu'on a pu appeler, ce dont je parle dans le livre, les micro-gestes du quotidien, les petits gestes du quotidien. C'est en fait du micro-management. C'est-à-dire, on fait des petites choses au quotidien pour faire un geste pour la planète. Et donc, il y a une dépolitisation de l'écologie qui, par contre-coup, je dirais plutôt, radicalise tout geste écologique premier, comme par exemple ceux qui vont manifester contre les rétentions d'eau dans les bassines, dans les méga-bassines. Donc l'engagisme, en fait, participe de ce qu'il faudra appeler une ingénierie des affects, où en fait, globalement, ce qui se passe, c'est que le but de l'engagement, c'est en fait de criminaliser le militantisme, de l'ostraciser dans la société et de le réduire en fait à une poignée de personnes qui seront par contre-coup forcément radicalisées. Si effectivement l'engagement, c'est éteindre la lumière en sortant d'une pièce, il est sûr et certain que se retrouver devant face à un cordon de police prend tout de suite une surpuissance, une surimpression qui ne peut que criminaliser celles et ceux qui se retrouvent en fait à pratiquer un geste militant qui pour eux a toujours la valeur d'engagement. C'est pour ça que dans le livre, j'ai préféré, lors du deuxième chapitre qui s'intitule « La fabrique des radicalisés », parler d'engagisme, c'est-à-dire un discours bien particulier qui finalement est un discours managérial du militantisme. Alors justement, dans votre livre sur ces petits gestes en fait du quotidien qui se disent engagés, vous écrivez « éteindre la lumière en sortant d'une pièce, couper l'eau du robinet, partager son véhicule dans le cadre du covoiturage ou encore user du vélo quand c'est possible, plutôt que faire du sidecar ou encore du jet ski, l'ensemble de ces petits gestes relève d'un engagement totalement vidé de sa charge symbolique et factuelle. » Et alors du coup, ils sont vidés de cette charge symbolique et factuelle. Et la question que je voudrais vous dire, c'est du coup, est-ce qu'il faut abandonner ce mot d'engagement, le laisser à ceux en fait qui l'ont dévoyé, ou est-ce qu'il faut tenter de se le réapproprier et de lui redonner de la charge symbolique et factuelle ? Est-ce que c'est même possible ? Alors moi, je suis, comme je vous le disais à l'instant, partisan en fait de la réappropriation de ce terme. C'est pour ça que moi je parle plutôt d'engagisme, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que le verbe s'engager redevienne le synonyme de militer et non pas finalement un attribut managérial ou un attribut mondain. Ce qui est assez frappant dans tout ce qu'on vient d'expliquer sur les petits gestes du quotidien que vous rappeliez, c'est la manière dont finalement s'engager devient un verbe connotatif. C'est-à-dire que on récupère l'image du militant, une sorte de patrimoine iconique du militantisme, qu'on l'affecte à des gestes, non pas des petits gestes, mais des gestes dérisoires. Par exemple, couper l'eau du robinet quand on se brosse les dents. Et ça paraît
vrai, en fait, là, quand on en parle, bien sûr, on rit et on esquisse un sourire, mais je crois que ce qui est important, c'est de retrouver le caractère dénotatif du verbe s'engager. Parce que derrière, il y a toute une philosophie de l'histoire. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est que les micro-gestes du quotidien auxquels l'engagisme nous assujettit portent en soi une vision de l'histoire. Et cette vision de l'histoire, c'est que plus rien ne pourrait nous arriver que des micro-événements. Et en fait, quelque chose de très vaste nous arrive. C'est-à-dire, en fait, c'est le réchauffement climatique, par exemple. C'est pour ça que moi, j'ai écrit ce livre avec des scènes précises, et je l'ouvre avec Sainte-Soline, parce qu'il me semble que le paradigme écologique est le plus en but à cette réappropriation et cette déflation, ce dénigrement, cette déflation, oui, de l'engagement qui devient une puissance nuisible qu'est l'engagisme. Et je crois que toutes ces micro-actions dévoient en fait la manière dont on peut concevoir l'histoire. Or, l'histoire qui nous arrive, c'est une fin de l'histoire. Et les micro-gestes voudraient en fait nous faire croire qu'on est face à une micro-histoire. Mais c'est un macro-désastre qui nous attend. Alors à présent, on va lire un texte que vous nous avez proposé. Il s'agit d'un extrait de Melmoth Furieux de Sabrina Calvo. Les mômes autour de lui ont l'air bourrés. Je vais commander un shot de tourbasse. Je la sèche et j'y vais. Je me perds dans un groupe qui parle des rumeurs d'assaut, de taupes infiltrées dans les collectifs. Les flics sont des romantiques. Ils auraient une planque dans la commune pour faire le point, se passer des messages secrets, le meilleur moyen de ne pas se faire pincer par les vigies du Copwatch. Je me demande si un des mômes pourrait être un indique. Je m'en veux de penser comme ça. C'est déjà une victoire pour l'ennemi. D'avoir envahi mon esprit, d'utiliser ma parano comme un vecteur d'intrusion. Je passe en revue les traîtres potentiels. Je bois encore, je m'enroule une, et je le vois émerger d'un groupe de gothiques mous. Il apparaît en messie dans la foule qui l'applaudit et il grimpe sur un rondin au centre de la pièce, voûté, ses colliers emmêlés sur un col ouvert, des poils mélangés de sueur. Je vous vois, il respire, son micro attaché à un cordon autour du cou, là où pend le pompon phosphorescent. Je suis là, vous êtes là, nous sommes toutes là, n'est-ce pas ? Consentement. L'audience l'observe, tétanisée. Il sourit et se perd dans un instant de grâce, fixant au sol quelques points visibles. Je remarque les lignes parfaites de ses braies, l'harmonie de couleurs flash, son haut de forme détruit, béant, telle une bouche ouverte. Je crois qu'il pleure. J'ai honte pour nous. Où avons-nous laissé la gloire du matin ? De quelle révolution sommes-nous le nom ? J'ai perdu le chemin, mes sœurs. J'ai oublié qu'il y avait des aspérités dans mon dos, des crêtes. Alors oui, vous me dites, Vigipirate, les barricades, nos provisions, les cartons pleins, les cartons rouges, le ballon. C'est de la poésie, nos luttes. Nous survivons dans un mensonge. Nous pensons avoir gagné, mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus de guerre. Toutes les guerres ont déjà été livrées. Le souvenir de nos duels sur le front sont des idées de vie où nous nous drapons, matelas, couettes. On veut des câlins, pas des plaies, et pourtant, regardez. Il découvre ses bras couverts de tatous et de cicatrices. J'ai perdu le sens du combat, mais je suis là, avec vous. Alors, Johan Ferber, pourquoi avoir choisi de nous partager cet extrait ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Pour moi, en fait, si j'ai choisi cet extrait de Melmoth Furieux de Sabrina Calvo, paru en 2021, c'est que ce roman permet deux choses. Il permet déjà de montrer que, en fait, nous vivons dans un régime particulier. On a pu tout à l'heure parler de militer, mais il faudrait peut-être rappeler que militer, c'est un verbe vraiment de la Révolution française, un verbe qui est apparu en 1794 dans l'usage actuel. Militer apparaît au XVIe siècle pour désigner un ordre militaire, le fait de s'enrôler, s'enrégimenter. Mais dès 1794, il consiste en fait à défendre sans violence, mais par tous les moyens possibles, la massification d'une idée dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, cette manière de défendre le militantisme, c'est exactement ce que refuse le régime politique dans lequel nous vivons. En fait, le militantisme pose une question forte. Il dit « Nous allons militer parce que la démocratie n'est pas là ». La démocratie est un devenir, c'est un idéal type qui n'est pas à notre portée. Et militer, c'est être en fait comme un enfant
mélancolique de la Révolution, c'est essayer de faire advenir la démocratie en tant que la démocratie n'est pas là. On le voit bien, depuis le mois de juillet, on vit dans une espèce d'illusion démocratique qu'accompagne un certain éditorialisme de droite et d'extrême droite. Et en fait, le régime auquel nous sommes assujettis n'est même pas l'oligarchie, c'est ce que l'on pourrait appeler, comme le montre Sabrina Calvo, la stratocratie, c'est-à-dire un ordre militaire même sans uniforme. Et cet ordre militaire sans uniforme, il a deux acceptions que j'essaie de mettre en lumière dans Militer, verbe sale de l'époque. Première chose, c'est le schéma de la guerre civile, c'est-à-dire monter les citoyens les uns contre les autres et finalement opposer les militants à ce que moi j'appelle les militaires. Parce que pour moi, les militants, ça n'a qu'un sens, c'est vers le progressisme. Alors qu'on dit souvent un militant d'extrême droite, mais c'est faux, c'est un contresens, ça n'existe pas. Il n'y a en face des militants, donc de gauche, que des militaires. Et c'est un ordre militarisé à la fois par l'argent, par le pouvoir effectivement coercitif, par le pouvoir oppressif, par un certain pouvoir de la presse. Et on voit bien qu'ici, la figure de la personne qui parle, elle mène un combat. Mais c'est un combat, je dirais, dans lequel on comprend qu'on milite toujours malgré soi. C'est à un moment donné, on ne peut pas faire autrement que militer. Militer, ça ne se décide pas, ça s'impose. Et la deuxième chose, après précisément ce schéma narratif de la guerre civile, un autre schéma s'impose, c'est la démophobie. C'est-à-dire la haine du peuple, le rejet complet de tout ce qui est l'émanation populaire. Et c'est en ça que militer est un verbe sale, parce que militer, c'est le verbe du peuple en tant qu'il veut devenir peuple, mais qu'il se sait isolé. C'est le devenir massif de ce verbe militer. Et donc la question qui tourne autour de la démophobie, c'est aussi la manière dont précisément militer peut essayer de devenir un verbe populaire. Et il ne l'est pas. Militer, c'est pas vrai, c'est pas un verbe populaire, c'est un verbe qui rêve de devenir populaire, mais qui disparaîtra à partir du moment où le but sera atteint. Et peut-être qu'il ne le sera jamais. Mais c'est dans cet état de tension qu'existe le verbe militer. Et ce qui est sale dans ce verbe militer, c'est qu'en fait, ce qui est sale pour la stratocratie, c'est la démocratie. Alors, on va passer un petit peu sur une autre thématique. Vous écrivez dans votre livre à un moment une phrase un peu choc. Vous écrivez « La littérature empêche de militer ». Alors, on en parle déjà depuis tout à l'heure et c'est une thématique qui revient beaucoup en ce moment. L'année dernière, on avait reçu dans ce podcast Louisa Yousfi qui avait co-signé l'ouvrage contre la littérature politique à la Fabrique, ouvrage que vous citez d'ailleurs dans votre essai. Cet ouvrage-là, il était question de la place des écrivains dans les combats sociaux. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est comment les écrivains peuvent redonner de la puissance politique à la littérature ? Alors oui, je vais revenir d'abord un peu sur la phrase que vous citez, c'est-à-dire la littérature empêche de militer. Et je dirais une certaine littérature empêche de militer parce que, effectivement, comme j'essaie de le montrer dans le 3e chapitre du livre, il est précédé d'un chapitre qui s'appelle « La fabrique des radicalisés » et qui montre qu'il y a tout un dispositif, tout un arsenal juridique et citoyen pour empêcher les gens de militer et en fait mettre à l'index toute personne décidée à militer, l'assimiler à la figure très dangereuse du terrorisme. Et donc, ça peut marcher avec notamment ce que le ministère de l'Intérieur a développé suite aux attentats de 2015, à savoir le baromètre des comportements, mais ça ne suffit pas. Il faut toujours qu'il y ait une machine fabulatrice pour faire passer, pour faire accepter à l'opinion finalement tout ce qui est de l'ordre de la disposition des lois et des dispositions juridiques. Et la littérature joue ici un rôle, et je dirais qu'elle joue un triple rôle parce que en fait, elle est désossée, cette littérature dont je parle ici. C'est-à-dire une littérature ramenée à quelques fonctions. Par exemple, la fonction de fabuler. On crée dans le champ, dans l'opinion publique, dans le champ du débat public, la figure du woke qui devient une figure repoussante. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. On crée aussi finalement un verbe, c'est-à-dire qu'on prend de la littérature sa capacité à produire des discours. C'est le verbe nuancer. On en a parlé la semaine dernière, mais ce verbe nuancer n'a pas du tout le sens assez noble, positif et mesuré qu'on peut lui assigner. Par exemple, Jean Birnbaum du Monde parle du courage de la nuance, qui est en fait une manière de faire taire les victimes. Donc, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on pourrait attendre, à une espèce de logique de l'antiphrase qui préside en fait à ce verbe nuancé. Et enfin, toute une littérature qui est une littérature non pas de l'armement, mais une littérature du larmoiement, c'est-à-dire une littérature que j'appelle sentimentale, qui en fait construit des histoires d'amour et qui construit des histoires d'amour en fait
pour obtenir une fonction d'effacement. C'est-à-dire que l'histoire d'amour, finalement, renvoie à des situations individuelles et les personnages qui sont créés dans ces romans, par exemple Connemara de Nicolas Mathieu, sont des personnages qui à aucun moment ne pensent militer, alors même que leur situation est une situation au travail, qui est une situation d'épuisement, et ils sont pris dans cette espèce de fatalité à la fois de l'individualisme et de la non, je dirais, réponse possible militante qu'ils pourraient apporter à leur détresse. Ils sont renvoyés finalement à une sorte de détresse psychologique qui font que c'est la production en fait de ce qu'on appelle des écrivains informants et non pas des écrivains transformants. Ce qui pourrait déterminer la qualité politique de la littérature, et non pas une littérature politique, c'est de transformer cette souffrance, de la transformer en mode d'action politique, en essayant d'intervenir dans le champ, en essayant de changer les choses. Et là, on doit avoir une ambition modeste. On doit avoir une ambition très modeste, et je dirais que la littérature, elle ne peut pas faire grand-chose, mais elle peut en tout cas indiquer des voies. Et il ne faut pas surhéroïser la littérature, il faut toujours adopter une position très calme, très neutre et très froide. Des livres, alors je parle de Connemara de Nicolas Mathieu, mais qu'on ne se trompe pas, j'ai rien du tout contre Nicolas Mathieu. C'est vraiment, je pense, le fruit d'une littérature systémique, d'un système. Sa personne, voilà, n'est pas du tout en cause, bien évidemment, mais c'est plutôt une sorte de production d'une littérature qui nourrit ce dont on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire cette insensibilité de masse. Et cette littérature, elle participe de cette ingénierie des affects dont on parlait tout à l'heure, et elle ne produit pas ce qu'elle devrait produire, c'est-à-dire elle campe une vision très héroïque de l'écrivain. L'écrivain a des sujets, il va parler de la souffrance au travail, mais non pas du travail de la souffrance sur le sujet. Et ce n'est pas simplement une formule de réversion des termes, c'est essayer de construire la littérature en tant que la littérature va faire de Militer, finalement, une reprise de parole, une manière de retrouver la parole, une manière très modeste de dialoguer. Et je pense que des œuvres comme celles de Sandra Lucbert, de Neige Sino, d'Emma Marsante ou de Tanguy Viel sont des œuvres très importantes en ce qu'elles ont une position de faiblesse dans le chant. Ce ne sont pas des œuvres véhémentes, ce sont des œuvres qui justement ont pris en compte le caractère faible de la littérature dans le champ social et ne disent pas qu'il faut militer, jamais ils vous inciteront à militer, mais posent, je dirais, peut-être une manière de se réapproprier certains termes. On a beaucoup parlé dans les années 2000 et dans les années 2010 du storytelling, à juste titre. On a vraiment parlé beaucoup du storytelling. Je pense que désormais, la focale doit se porter sur l'utilisation des mots. La focale doit être plus lexicale pour sortir des illusions linguistiques. Je pense qu'il faut désarmer le langage. Les soulèvements de la Terre parlent beaucoup de désarmer. Il faut désarmer le langage. Il faut arriver à une sorte de désidération lexicale, ne pas se laisser emporter par des termes, essayer de reproduire des fables pour ne plus être finalement la victime narrative et lexicale du néolibéralisme. Alors du coup, ce que vous dites, ça m'intéresse beaucoup parce que de manière générale, et vous l'expliquez très bien dans le livre, on a l'impression qu'on est engagé justement dans une espèce de combat sémantique. Et vous dédiez votre livre au terme de militantisme évidemment, mais dans celui-ci, vous abordez également d'autres mots qui subissent également une forme d'instrumentalisation contre le progrès social et écologique, les luttes antiracistes et la lutte pour les droits des personnes LGBTQIA+. Vous parlez à un moment très justement du terme finalement très absurde de wokisme, le nouveau mot préféré de la fachosphère. Toutefois, on a pu voir le cas inverse, je pense notamment, et vous venez d'en parler, au mouvement des soulèvements de la Terre et justement de ce mot de désarmement qui vient remplacer le mot de sabotage pour désigner certaines de leurs actions. Et la puissance et la force de ce terme de désarmement, c'est qu'elle vient nommer en fait l'ennemi. Alors justement, par rapport à cette espèce de guerre sémantique, pensez-vous qu'il y a un travail à faire du coup de la place des auteurs sur le sens, sur les mots, sur le sens des mots pour soutenir la lutte et peut-être, je ne sais pas, en inventer de nouveaux? Alors effectivement, c'est tout à fait pertinent. On parlait à l'instant du désarmement et les soulèvements de la Terre ont une expression qui est une expression qu'on retrouve aussi dans la littérature contemporaine, c'est arrêter la machine.
comment faire en sorte d'arrêter cette machine, parce que la stratocratie dont on a pu parler précédemment, elle est productrice de formes. Elle est productrice de formes narratives, elle est productrice de formes discursives, elle participe finalement d'une fabrique continue où le langage est entré dans une sorte de sidération où les mots n'ont plus tout à fait le même sens. Alors, effectivement, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est essayer de proposer peut-être deux choses. La première, c'est refuser le jeu du bellicisme. Ce qui me paraît, moi, très, très fort dans le moment militant que nous vivons. On a parlé tout à l'heure de post-militantisme, mais ce moment post-militant, c'est un moment où, justement, où on voit que de nouvelles formes de militantisme apparaissent, et c'est des formes qui déjouent l'image un petit peu caricaturale dans laquelle la stratocratie voudrait entraîner les militants, c'est-à-dire faire des militants non pas comme des engagés, mais les faire apparaître comme des enragés. Et les faire apparaître comme des enragés, c'est-à-dire les faire entrer finalement dans l'ordre militaire, c'est-à-dire les constituer en ennemis. Et en fait, il faut déjouer ces formes-là. Il faut absolument déjouer ces formes d'affrontement. Et refuser l'affrontement, c'est aussi savoir construire dans un deuxième temps de nouvelles fables. C'est-à-dire essayer de proposer une littérature avec tout le caractère dérisoire que ça peut avoir, tout le caractère extrêmement fragile que ça peut avoir, essayer peut-être de proposer des fictions qui ne soient pas des fictions autres que des fictions dont la visée est celle de l'accueil et de l'ouverture dont on parlait précédemment. Ça peut être par exemple Chloé Delhomme qui, dans un livre récent, là, en printemps 2024, a sorti Fallers, un livre féministe dans lequel l'héroïne a en fait un seul super pouvoir, elle peut désintégrer les phallus des hommes qui sont susceptibles de l'agresser, et c'est une fiction positive. Ce qui compte, je crois, c'est de réinvestir un imaginaire qui ne soit pas celui de la réaction à la réaction. Ce qui est très fort dans la stratocratie, c'est la manière dont tous les moyens discursifs, les moyens journalistiques sont captés, ou les moyens éditoriaux aussi, sont captés finalement au service d'une puissance d'extrême droite qui cherche à imposer des thèmes dans le débat, et ces thèmes, il faut les refuser en faisant, non pas en réagissant tout le temps à ce qu'ils proposent, mais en proposant différemment, en proposant des choses à côté. Et ça suppose aussi un autre geste qui est un geste très difficile à faire, c'est-à-dire le geste de démissionner. On connaît tout ce qui relève de la figure de Bartleby, celui qui préfère ne pas. C'est devenu la grande figure finalement de ce qu'on appelle le quiet firing, ceux qui démissionnent. Et en fait, c'est le fait de partir. Si on se lève et on se casse de Virginie Despentes, c'est une manière finalement de ne pas entrer dans le jeu viriliste de l'affrontement. Parce qu'on l'a peut-être compris, mais encore faut-il le dire, c'est que militer refuse finalement le patriarcat. Parce que le patriarcat, c'est le contraire de la démocratie, c'est-à-dire c'est la captation par l'argent d'un certain système. Et la littérature, elle, ne va pas vous proposer ce que ce patriarcat appelle la nuance. Elle va vous proposer bien mieux que la nuance. Elle va vous proposer la complexité et l'intelligence, c'est-à-dire le sensible d'une situation. Et ça, tout le courage de la nuance ne pourra pas réduire cette puissance sensible que propose la littérature. À présent, nous allons écouter une musique que vous nous avez proposée. Il s'agit de Why de Bronski Beats. Broken line on my feet.
Alors, on vient d'écouter Why de Bronski Beats. Alors, vous m'avez indiqué que cette musique, elle représente comment militer après les années 80. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, Johan Ferber? Oui, alors cette chanson, moi j'y suis particulièrement attaché parce que c'est un des premiers 45 tours qu'on a acheté, vous l'avez bien compris, avec ma sœur. Et ça suivait le succès de Small Town Boy, qui est la chanson phare de Bronski Beat et qui a été reprise notamment comme hymne pour 120 battements par minute de Robin Campillo en 2017, je crois, et qui accompagnait en fait l'émergence, qui racontait l'émergence d'Act Up en France, qui est un mouvement que Jimmy Somerville lui-même avait accompagné à la fin des années 90 avec Didier Lestrade, qui était alors son compagnon en Angleterre. Et moi, j'ai préféré prendre cette chanson parce que c'est une chanson qui trahit un peu le désarroi en 1984 d'un jeune gay dans l'Angleterre de Thatcher. Le titre raconte en fait l'histoire de deux hommes qui s'embrassent et de ce qu'on comprend, parce que les paroles sont assez laconiques, de la revendication d'un amour face à l'adversité, à l'homophobie ambiante. Et il m'a semblé que l'énergie et le cri que vous avez entendu au début disent quelque chose de la révolte fondamentale qui agite le militantisme. En fait, ce qui rend le militantisme inattaquable, c'est sa colère. Il y a une sorte de colère intacte face à une injustice sociale qui appelle en fait dans le militantisme, on l'entend chez Jimmy Somerville, une espèce, on en a parlé tout à l'heure, de sincérité, mais aussi une manière de logique émeutière qui, je crois, ne doit pas être ostracisée dans la société, mais doit constituer ce que j'appelle dans le livre une manière de choc épistémique, c'est-à-dire cette chanson, elle bouleverse quand même, pour certaines personnes, la manière dont on se représente la violence qui s'exerce contre les jeunes gays. Elle représente aussi l'homophobie à laquelle on ne peut pas se soustraire. Et quoi qu'on fasse, la société peut présenter un visage policé. On voit que le militant a cette colère qui est intacte face en fait à une autre figure dont on n'a pas parlé mais que j'évoque dans le livre et qui est la figure de l'électeur. C'est-à-dire que l'électeur a été construit au cours du 19e siècle pour faire taire toutes les révolutions. Et l'électeur, c'est la figure posée, policée, l'émanation du camp de la raison face à une agitation incontrôlable qui est celle du militant. Et ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière sur Madonna, c'est-à-dire que ce qu'il y a quand même de plus intéressant dans ce type de chansons, c'est que ces chansons sont militantes dans le sens où leur proposition artistique crée un trou dans le débat public. Et c'est à partir de cette trouée dans le débat public qu'un véritable débat peut justement avoir lieu. Alors, on arrive bientôt au terme de cet entretien et j'ai pas envie qu'on se quitte avant d'avoir parlé un peu d'actualité politique. Au moment où on enregistre cet épisode, on est en septembre 2024 et on le sait, militer aujourd'hui, ça peut sembler un petit peu démoralisant. On a récemment eu un Premier ministre de droite qui a été élu alors même que le nouveau Front populaire était arrivé en tête de ces élections, notamment grâce au travail acharné de leurs militants sur le terrain. Outre cet exemple, on peut aussi parler du déchaînement de violence envers les militants écologistes contre le projet autoroutier de la A59 ou encore de la criminalisation des militants pro-palestiniens désormais presque automatiquement qualifiés d'antisémites. Dans ce contexte politique, soyons clairs, cela donne pas ou plus envie de militer. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous, Johan Ferber? Quel message vous souhaiteriez faire passer aux jeunes qui souhaitent militer ou aux nouvelles personnes, aux futurs militants en devenir? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors moi, ce que je leur dis, c'est toujours difficile parce que moi, le livre n'est pas un manifeste. C'est, comme je le présente en reprenant l'expression de Foucault, c'est une introduction à la vie non fasciste. Et cette introduction à la vie non fasciste, elle essaye de voir comment les luttes contre la soumission, contre l'exploitation, doivent être des luttes qui doivent partir de soi pour terminer sur soi. C'est-à-dire, il faut essayer bien sûr de rencontrer l'autre, essayer de créer du commun, mais en étant toujours soi-même très mesuré. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'héroïsme. Je crois qu'une des grandes erreurs et qui porte en fait sur la manière dont on peut interpréter le militantisme, c'est de croire que le militantisme s'est monté sur une barricade. Bien sûr que ça a été ça. Bien sûr, Sabrina Calvo joue de cet imaginaire où on veut effectivement assimiler le militant à un communard, où on veut aussi le traîner du côté du croquant ou du barbare. Mais je crois que le militant a pour lui quelque chose que la stratocratie n'a pas, c'est qu'il est très rapide. Il est très vif. Et il voit où les choses se passent. Et il a compris un geste fondamental, c'est qu'il faut résister. Et résister,
ça n'a finalement qu'un seul sens, très modeste, c'est d'essayer à tout prix de continuer. Et c'est finalement peut-être le seul synonyme de militer aujourd'hui, c'est continuer à exister, continuer à vivre. Et ça passe parfois par la lutte, ça passe par la ruse, ça passe aussi par la manière d'être lucide sur ce qu'on est capable de faire et sur ce qu'on est capable d'accepter. Et je crois qu'on ne milite que parce qu'on est contraint à le faire. Et que si on est contraint à le faire, c'est qu'on est animé par quelque chose qui nous dépasse et qui s'appelle la masse et le nombre. Alors cette interview touche maintenant à sa fin et pour conclure, Johan Ferber, une nouvelle question traditionnelle de Craquer l'époque. Qu'est-ce que vous allez faire demain ? Qu'est-ce que vous allez faire demain pour continuer à affronter le monde et l'époque ? Alors demain, pour affronter le monde et l'époque, je vais, comme tous les jours, allumer mon ordinateur, me prendre un bon croissant et un café noir. Et c'est pour moi, de manière très modeste, la manière de pouvoir commencer à réfléchir et peut-être un jour écrire un nouveau livre. Merci beaucoup Johan Ferber pour cet entretien que nous avons eu la chance de réaliser dans la Maison des écrivains. Pour rappel, votre essai est sorti il y a 15 jours, Militer, verbe sale de l'époque, aux éditions Autrement. Merci beaucoup. Merci à vous. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Emma Chignara. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.